Bonsoir. Alors, on attend juste encore le bureau. Ils ont juste un petit problème de connexion, mais ils sont en train de se connecter. Donc, ça devrait tout de suite démarrer. J'attends juste que, voilà, que leur connexion se rétablisse et on pourra démarrer. Désolé pour ce petit retard. À tout de suite. J'espère que vous m'entendez. Bon, parfait. Si le son est bon, c'est déjà une bonne chose. Donc, on va juste essayer de résoudre le problème du bureau et ça sera bon. Voilà, c'est bon. Donc, tout le monde arrive. Donc, on va démarrer. Donc, on vous a activé les micros. Donc, vous pourrez, si vous voulez, intervenir pendant la présentation pour poser vos questions directement par oral. Ça sera un petit peu plus sympathique que de le faire par chat, mais vous pouvez aussi évidemment intervenir dans le chat. Voilà. Il faudra juste éviter qu'on parle tous en même temps, mais vous pouvez intervenir directement. Donc, je vous demanderai juste de laisser vos micros éteints pendant les interventions. Ça évitera qu'il y ait des bruits de fond. Et vous pourrez ouvrir vous-même vos micros dès que vous souhaiterez intervenir. Voilà. Donc, voilà, je vous autorise les micros. Donc, voilà. Donc, le sujet du jour, c'est la vaccination. Et voilà. Donc, tout le bureau arrive. Ils avaient vraiment un gros problème, un gros souci de connexion. Donc, il me laisse faire l'introduction. Voilà. Donc, l'idée, c'est ce soir de vous parler des enjeux de la vaccination et évidemment de dire quels sont les enjeux de cette vaccination à l'officine voilà, pour tout le monde. Donc, la première idée, c'est de... Alors, ils sont là. Alors, je vais passer la main à Monsieur Piquion et à tout le monde. Je ne les vois pas. Désolé pour ce petit contretemps. Alors, hop.
Voilà. Allô, allô. Bonjour C'est à bon, on tous. t'entend, Jean-Marc. Voilà, je suis désolé par rapport au retard de cette entame de webinaire. Merci à tous les confrères qui ont pu se rendre disponibles. J'ai voulu volontairement avec tout le bureau qu'en même temps le webinaire soit accessible aux adjoints. Donc j'espère que nous sommes bien nombreux. Manifestement, c'est le cas. Voilà. Bien, écoutez, on va donc commencer. Donc, la thématique de ce jour du webinaire sont les nouvelles vaccinations à l'officine. On va être 4 à intervenir, Marie-Claude Sinésius, Olivier et le consultant spécialisé, M. Chalk. Alors, le premier point va être resynthétisé par Marie-Claude. Je lui laisse la parole. D'accord. On peut synthétiquement reparler des enjeux de la vaccination à l'officine. En gros, le pas qui a été amorcé, qui est très important et qui est très significatif, c'est que le rôle du pharmacien va être de plus en plus prépondérant par rapport à la prévention et par rapport à la prise en charge anticipée d'un certain nombre de pathologies. Donc ça passe notamment par aussi le fait qu'on vaccine. Voilà. Donc c'est quand même une revalorisation de notre métier qui est non négligeable. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Chaque confrère devrait essayer de prendre ça en considération parce que l'idée, nous, c'est de démystifier et de rendre beaucoup plus concret ce que sont ces différents enjeux-là. C'est de continuer à renforcer l'image médicale qu'on a eue auprès du grand public, notamment pendant la crise Covid. Moi, j'aime à dire, alors bon, je ne le dis pas à tout le monde, mais que pendant la crise Covid, nous étions les derniers remparts du bastion pôle santé, d'une manière générale et globale, puisque le médecin, pour la plupart du temps ou des fois ou des cas, était déjà en téléconsultation et nous étions encore et toujours ouverts. Et puis aussi, et ça c'est bien le cœur et de la sensibilité du RPS, répondre aux enjeux de santé publique et aux attentes des patients et aux questions concrètes. Donc pour ça, il faut avoir un niveau d'expertise. Et c'est vraiment le creuset que nous, on essaie de vous fournir, de la formation, de l'expertise au niveau des différents enjeux de santé publique, de manière à pouvoir avancer et trouver les informations nécessaires pour acter les choses correctement. Sur le slide suivant, vous voyez que nous sommes basés pour avancer sur le webinaire et sur les outils dont vous pouvez disposer en profitant de 3 sites. Jean-Marc, on ne t'entend pas très bien. Je suis désolé. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu? Oui. Vous m'entendez un peu mieux? Là, c'est un peu mieux, oui. Parfait. Donc, c'est de dire que les outils à disposition sont actuellement donc en slide. C'est la base de... Jean-Marc, tu as coupé ton micro. Merci, vous m'entendez mieux là? Là, c'est Donc, mieux, on a ouais. 3 sites sur lesquels on s'est basé. Calendrier des vaccinations, base de données publiques des médicaments et le calendrier, parce qu'il y a une particularité qui est basée sur le volet épidémiologique de la démarche. Voilà. Sur le slide suivant, on va aborder les populations cibles à l'officine. Je te laisse la parole. Ok, donc pour la population cible à l'officine, pour la grippe, une particularité, c'est qu'évidemment, en tant que pharmacien, vous pouvez prescrire, vous pouvez injecter et le préparateur peut injecter. Donc voilà, donc ça, c'est une des particularités. Évidemment, les personnes éligibles à la vaccination, celles qui se présentent avec un bon, c'est dès 16 ans, c'est 100% pris en charge. Tous les autres, s'ils ont plus de 18 ans, peuvent aussi se présenter chez vous pour se faire vacciner. Voilà, donc on ne va pas revenir plus sur la grippe, parce que la campagne est déjà très très bien avancée. Sur le Covid-19, pareil, prescription par le pharmacien, tout à fait possible, injection par le pharmacien et injection aussi par le préparateur. Alors, il y a une particularité aussi sur le Covid-19, c'est que, évidemment, vous pouvez tout de suite vacciner à partir de 5 ans. D'accord? Donc, les enfants de 5 à 11 ans, avec des exceptions, évidemment. Donc, voilà, c'est les troubles de l'hémostase, ceux qui ont des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la Covid-19, si aussi, évidemment, il y a eu des réactions anaphylactiques, ou s'il y a eu une présentation de réaction anaphylactique lors de la première injection. Pour les plus de 12 ans, tout le monde, sauf
Alors, les femmes enceintes, vous pouvez les vacciner, mais il faut une prescription médicale obligatoire. Les personnes qui ont un trouble de l'hémostase, ça aussi, vous ne pouvez pas les vacciner à l'officine. Par contre, vous pouvez très bien vacciner celles qui sont sous traitement anticoagulant. Donc ça, ce n'est pas une restriction. Pareil pour celles qui ont eu des antécédents de réaction anaphylactique. Évidemment, vous ne pouvez pas les vacciner non plus à l'officine. C'est réservé aux médecins. Voilà. Donc le allemand, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de... Alors on a perdu Jean-Marc. Donc là, je sais qu'il y a eu beaucoup de compréhension parfois sur certains points, notamment sur tout ce qui était qui est-ce que j'ai le droit de vacciner, est-ce qu'on a le droit de vacciner tout le monde en rappel ou pas. Donc globalement, de 5 à 11 ans, on ne fait que le schéma initial de dose pédiatrique, d'accord. Dès 12 ans, on peut faire le schéma initial avec des doses pour l'instant encore de monovalent. Et dès 12 ans, on peut faire la dose de rappel, donc que ça soit le premier, deuxième, troisième rappel. C'est recommandé en bivalent. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. C'est que dès 3 mois après le premier rappel, on peut faire un rappel bivalent pour les plus de 80 ans et pour les immunodéprimés. D'accord. Alors les immunodéprimés, ça, il n'y a pas de souci non plus. Dès 3 mois après le premier appel. Et pour les 12 à 80 ans, donc ça, c'est assez nouveau depuis le 9 décembre, donc depuis vendredi dernier, puisque ça a été annoncé officiellement. Alors, il n'y a pas encore de DGS, mais on a eu le ministre de la Santé qui s'est exprimé publiquement sur ça, qui a dit finalement, tout le monde est un peu dans le cas de je suis dans l'entourage de quelqu'un de fragile. Donc, tous ceux qui se présentent peuvent être vaccinés. Voilà, à partir de 12 à 80 ans, puisqu'avant 12 ans, on ne fait pas de rappel. Voilà. Et les femmes enceintes, c'est sur prescription médicale. Voilà. Donc ça, c'est important. Et après, voilà, pour les 5-15 ans, normalement, il faut l'accord d'un des parents. Il faut qu'il soit accompagné par un parent. Pour les 16-17 ans, vous faites un recours du consentement oral. Et si jamais voilà, les parents ne se présentent pas ou ne veulent pas se faire vacciner, vous pouvez très bien les faire... vous pouvez très bien utiliser un IR d'urgence pour les vacciner. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. Et pour le reste, sur le Covid, voilà, il y a un nouveau vaccin qui vient d'être autorisé en France. Donc, c'est le Vipreftin de Sanofi GSK. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore il n'est pas encore ouvert la commande, mais normalement, c'est prévu là. C'était annoncé mi-décembre, on est le 13, donc peut-être que ça sera bon le 15. Et on a un vaccin, c'est un vaccin qui est prévu pour les 18 ans et plus, mais qui ne sera que autorisé en rappel. D'accord. Donc ça veut dire que pour l'instant, en première intention et surtout en primo-vaccination, il y a le Pfizer, voilà, pour tout le monde. Il y a le Pfizer aussi, dose pédiatrique pour les 5-11 ans, en primo-vaccination, et uniquement en primo-vaccination d'ailleurs. Moderna, il n'y a plus que le Spikevax bivalent, donc le Moderna, et qui n'est pas prévu en primo-vaccination pour l'instant. Et on a deux options pour les 12 ans et plus en primo-vaccination. C'est le Comirnaty, donc le Pfizer normal, et le Nuvaxovid en deuxième intention pour ceux qui seraient réfractaires au vaccin ARN messager. Et en indication en rappel, on a le Comirnaty, donc voilà le bivalent, donc Pfizer bivalent. On a le Spikevax bivalent, donc c'est le Moderna bivalent, le Nuvaxovid, et on aura le Vipreftin de Sanofi GSK qui va arriver. Voilà. Donc, et avec une particularité aussi, c'est que maintenant, tous les vaccins sont sans dilution, sauf le Comirnaty enfant. Et normalement, le Vipreftin, il sera aussi à diluer. Voilà. Donc je ne sais pas, Jean-Marc, si je continue ou pas. Je ne vois pas, Jean-Marc. Parfaitement. Olivier va prendre la suite. C'est bon, là. Voilà.
Donc Olivier, c'est bon, je te laisse la main. Oui. Il faut juste que tu actives ton micro et ce sera bon. C'est bon, on nous entend? Ouais, il y a juste de l'écho, il faut éteindre. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Il y a beaucoup d'écho. C'est bon, c'est bon. Non, mais il faut éteindre là. Éteins-toi. Attendez. OK. C'est bon, tu nous entends? Oui, c'est bon, on vous entend. Parfait. Allez, on y va. Donc là, nous étions sur les doses donc de rappel du Covid-19. Tu t'es resté là-dessus, Ludo, ou tu avais avancé un Oui, petit c'est peu ça. plus? On a dû être Non, coupé. on était sur les doses de rappel, donc là, c'était juste sur les recommandations par vaccin. D'accord. Et donc, par rapport donc au rappel, donc nous depuis un certain temps, bien sûr, on motive tous les gens qui se présentent pour les troisième, quatrième et voire même cinquième doses à utiliser bien sûr le bivalent de Pfizer qui est disponible depuis un certain temps maintenant. Le Moderna, vous le voyez sur ce tableau, mais il n'est quasiment plus disponible sur la Guadeloupe. Et bien sûr, le Novavax, lui, par contre, est disponible et approvisionné. Je vais vous donner juste un petit détail d'information justement quant à l'approvisionnement en local de ces vaccins. On a appris récemment qu'il n'y aurait plus d'approvisionnement en monovalent. Pourquoi? Parce que nous avons un stock assez impressionnant au congélateur du CHU, donc, et que les essais de longévité sur le vaccin à chaque fois repoussent les échéances. Donc on est assez serein sur ce plan-là quant à la primo-vaccination. Pour le rappel, donc, vous le voyez bien, donc pour les 12-17 ans, bien sûr, le bivalent est recommandé chez les immunodéprimés dès 3 mois après l'infection ou l'injection, la dernière, bien sûr, et 6 mois après l'injection pour toutes les autres personnes éligibles, qui sont donc les femmes enceintes, les personnes à risque de forme grave et l'entourage des immunodéprimés. Et pour tous les autres, bien sûr, qui voudraient se faire vacciner. On tolère, bien sûr, 3 mois après une infection récente en respectant un délai de 6 mois après la dernière injection. Pour les 18-29 ans, on a à peu près le même schéma. Hein, donc, pour les immunodéprimés, 3 mois pour le... Je vous parle du Pfizer parce que c'est ce qui va nous intéresser, nous, essentiellement, et on va parler du Novavax après. Et le même schéma aussi pour la catégorie 30 à 79 ans. Pour les plus de 80 ans, on considère qu'il ne faut pas dépasser plus de 3 mois de délai après la dernière injection ou le dernier rappel. L'immunité descendant assez rapidement et ces personnes étant du coup de facto très à risque. On fera un peu l'impasse rapidement sur le Moderna, comme je vous disais, par manque de dispo. Et le Novavax, comme vous savez, qui a été donc depuis le départ recommandé en rappel pour les plus de 80 ans, donc dès 3 mois après l'infection ou l'injection et 6 mois après la dernière injection. Petite nouveauté, l'HAS a émis une recommandation pour qu'il soit utilisé donc en rappel et primo. Donc on pourra bientôt, en attendant bien sûr le DGS qui va bien. Je vous rappelle que l'HAS recommande, mais on ne peut pas non plus acter cela. On doit attendre le DGS pour valider cette option de primo et rappel sur le Novavax.
Alors pour le Novavax, c'est bon, hein, Olivier. Oui. C'est acté. Hein. Ah, c'est bon, c'est passé en bon, DGS? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On aura le DGS bientôt, je pense. Oui, enfin, Oui. le DGS est sorti. C'est déjà sorti, je ne l'ai pas vu. Ah bon, moi, j'ai pas vu. Donc, autant pour moi, merci Ludo. Donc, on n'a plus à attendre. Vous pouvez vous appuyer sur ce DGS que je me ferai une joie de vous faire suivre parce que moi, je ne l'ai pas vu. Donc, voilà. Pour la stratégie à l'officine, Marie-Claude, tu veux prendre la suite? Alors, la stratégie à l'officine. Donc, nous, à l'officine, là, comme en ce moment, comme vous l'avez constaté, on a énormément de demandes de vaccination Covid. Donc, il est effectivement intéressant de se remettre un petit peu à niveau parce que les choses changent. Donc, pour les 79 ans, donc dès 6 mois après le premier appel, les immunodéprimés, c'est dès 3 mois après le premier appel. Les plus de 80 ans, donc dès 3 mois après le premier appel. Donc, ensuite, ceux présentant des risques de forme grave, les femmes enceintes dès le premier trimestre sous prescription médicale, par contre, et ceux vivant dans l'entourage de personnes fragiles, les professionnels de santé, quel que soit leur âge ou leur état de santé, si dès 6 mois après le premier appel. Ensuite, une personne jeune sans comorbidité qui voit régulièrement des proches dans la cible également éligible. Et si la personne satisfait au délai minimal depuis la dernière infection, on peut aussi vacciner sans se poser plus de questions. Ensuite, je continue. Toujours la stratégie à l'officine, donc on encourage la vaccination à risque de non vaccinés n'ayant pas encore reçu leur dose de rappel, en particulier les plus âgés. La couverture vaccinale complète, incluant une dose de rappel, est encore insuffisante. Donc, on a 83% des 65 ans et plus ont reçu au moins une dose de rappel et moins de 10% des 60 ans ont reçu un rappel bivalent. Ludo, tu donnes les infos importantes? Oui, alors donc voilà, donc c'est ce qu'on disait donc, en résumé, voilà, donc depuis le 16 novembre, on ne peut plus commander le Moderna monovalent, le Spikevax. Et effectivement, ben voilà, il y a le Vitreftin bêta. Vous pourrez bientôt le commander en principe, hein, comme rappel. Donc, ça sera aussi un qui sera qui est sans ARN messager. Et le Nuvaxovid qui peut être utilisé à partir de 18 ans chez les primo-vaccinés avec un vaccin ARN messager, donc ou aussi ceux qui avaient encore de l'adénovirale, hein, donc les tout anciens AstraZeneca, ben, ils peuvent évidemment être vaccinés aussi avec ce vaccin-là en rappel. Voilà. Et donc globalement, ben, le seul vaccin disponible en primo-vaccination, ce qui n'est pas de l'ARN messager, donc qui n'est pas du Pfizer, ça va être le Novavax. Voilà. Et hors femme enceinte et immunodéprimée, parce qu'il n'a pas d'AMM pour ces deux catégories-là. Donc ça, c'est important quand même de le savoir et de le souligner. Et on recommande aussi une dose de rappel additionnelle si les personnes ont été infectées, mais il faut minimum attendre 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est les recommandations actuelles. Ça peut encore être soumis à changement, voilà, mais là, on vient d'avoir une grosse information vendredi dernier. Donc voilà, donc normalement, ça devrait être comme ça. Donc maintenant, je sais pas, Jean-Marc, si c'est toi qui veux présenter les autres vaccins, si tu veux passer là-dessus. Alors, je peux juste faire l'introduction. Donc, ce qui est important, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas les prescrire, vous pouvez les injecter, et vos préparateurs ne peuvent pas les injecter. Donc, ça aussi, c'est une vraie question qui se pose. Est-ce que les préparateurs vont pouvoir par la suite les injecter, sachant qu'ils vaccinent déjà le Covid et la grippe? Ça, c'est encore ouvert pour l'instant et il n'y a pas d'informations dans ce sens-là pour l'instant. Voilà. Donc, on le verra après sur les orientations. Jean-Marc va revenir dessus. Mais pour l'instant, effectivement, ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de maîtriser ce qui est autorisé à l'officine. Donc, c'est à partir de 16 ans.
Et donc, il faut faire le distinguo entre les vaccins obligatoires que vous pouvez faire à l'officine, hein, donc DTP, coqueluche, hépatite B, méningocoque C, pneumocoque, et ceux qui restent encore réservés aux médecins, donc l'hémophilus influenza B, rougeole, orion, rubéole, voilà, donc le ROR. D'ailleurs, c'est 2 fois sur la présentation, je suis désolé. Et pour les autres vaccins qui sont autorisés, il y a la rage, papillomavirus, hépatite A et les méningocoques A, B, W et Y. Voilà, donc Jean-Marc, je te laisse la main pour la suite. Olivier va enchaîner. Oui, donc pour enchaîner là-dessus, les modalités donc d'injection de ces vaccins à l'officine maintenant, pour l'instant, donc nous n'avons accès qu'à la vaccination des enfants des personnes de plus de 16 ans à l'officine. Pourquoi? Parce que la réglementation est restée un petit peu sur un acte purement médical pour les moins de 16 ans et pour les personnes immunodéprimées. C'est amené à changer dans les semaines, voire mois qui viennent. Donc, on vous tiendra informé, bien sûr, et voir si on nous demandera aussi d'avoir une formation différente ou adaptée justement à la population pédiatrique. Pour l'heure, donc, nous avons affaire donc, à des plus de 16 ans. 3 recommandations donc, nous sont faites. Être formés, donc vous l'êtes pour la plupart avec la formation en vaccination grippe et Covid. Donc tout ça est largement suffisant. On verra après tout à l'heure le geste qui reste le même pour toutes ces vaccinations. Déclarer l'activité auprès de l'ARS. On vous enverra peut-être un petit détail là-dessus pour que ça soit un peu pratique, cette déclaration. Et le vaccin, alors à moins que Marie-Claude me dise que la déclaration de vaccination grippale suffise, Ludovic, tu penses que oui, ou il faudra faire une déclaration supplémentaire? Alors, c'était pas très, très clair dans les textes des différents ARS. Alors, moi, le retour qu'on a eu, c'est que c'est bien de le déclarer quand même, comme ça au moins les ARS voient la mobilisation des pharmaciens. D'accord, donc on trouvera un module pratique pour déclarer cette nouvelle activité. Et le vaccin doit donc être prescrit par un médecin. Et du coup, le patient aura le choix soit de se faire vacciner directement à l'officine sans que l'ordonnance précise vraiment l'acte. Vous ne verrez pas d'ordonnance faire pratiquer à l'officine l'acte 2 d'injection. Il suffit d'avoir l'ordonnance du produit. On recommande bien sûr pour qu'en interpro, ça se passe bien avec nos confrères médecins et infirmiers, qu'on échange avec eux sur cette nouvelle mission qui nous a été confiée et le fait que on le fasse et qu'on procède à part entière à l'injection de ces vaccins auprès de nos patients. C'est très important. J'ai une petite anecdote. Moi, dans mon secteur, par exemple, les médecins ont une coutume de venir directement dans le back-office, venir prendre les vaccins de leurs patients, les faire facturer en back-office et repartir avec. Donc, vous voyez, selon les pharmacies, il y aura des pratiques en interpro qui risquent d'être un petit peu bousculées. Mais je pense qu'il faut vraiment préparer le terrain pour que ça se passe au mieux, pour que les uns et les autres n'aient pas l'impression qu'on tire la couverture à soi et qu'on récupère du flux. Voilà, c'est vraiment dans l'esprit d'améliorer le parcours de soins du patient et qu'il y ait moins d'encombrement pour rien. 2 visites chez un médecin pour le même sujet qui est une vaccination, c'est quand même assez dommage. Pour les cibles spécifiques à l'officine, je passe la main à Marie-Claude. Alors, comme on vous a dit, pour l'instant, on vaccine qu'à partir de 16 ans. Et peut-être qu'après, on verra s'il faut pour les autorisations, puisque ça aussi, l'autorisation, c'est un mineur, donc je pense qu'il faudrait l'autorisation parentale. Alors, qu'est-ce qu'on vaccine? On vaccine donc le DTP ou le DTCAP, rattrapage, on fait les rattrapages, plus les rappels, 25 ans, 45 ans, 65 ans, enfin,
Tous les 10 ans. Oui, tous les 10 ans. La coqueluche, vaccination à chaque grossesse. L'hépatite B, 16 ans et plus, pour les rattrapages de vaccins pour les voyageurs surtout. L'hépatite A, super important, surtout les personnes atteintes de mucoviscidose, les personnes atteintes de maladies de foie. Les personnes atteintes de maladies de foie pourront devenir chroniques. Par exemple, celles qui sont dues au virus de l'hépatite B et C ou une consommation excessive d'alcool. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes en attente de Graves, les personnes atteintes du VIH, les personnes s'occupant d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de propreté, personnel de structure collective d'accueil pour personnes handicapées, professionnels impliqués dans la préparation alimentaire et restauration collective, des personnes chargées du traitement des eaux usées et des voyageurs devant séjourner dans une région du monde où l'hygiène est précaire, quelles que soient les conditions du séjour. Donc, vaccin de méningocoque C, le méningocoque C, rattrapage de 16 ans à 24 ans. Alors, par rapport aux différentes cibles spécifiques à l'officine à partir de 16 ans, on continue. Donc, il y a le méningocoque ACWY, uniquement chez les cas contacts. Donc, généralement, milieu scolaire, donc c'est des zones endémiques, ça peut avoir lieu. Deuxièmement, par rapport aux personnes qui sont aussi travailleurs dans les laboratoires de recherche. Alors, il peut y avoir un risque durable par rapport à l'activité de ces personnes. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un rappel qui soit fait tous les 5 ans. Pour le pneumocoque, ça concerne de manière privilégiée les immunodéprimés. On va faire un rappel sur malheureusement les différents tableaux cliniques et les maladies chroniques qui les rendent plus sensibles à certaines infections en pneumocoque. Par exemple, l'insuffisance respiratoire chronique. Enfin, la rage. Alors, ça peut être en préventif ou bien après une morsure. Donc là, Jean-Marc, je suis désolé de t'interrompre, c'est uniquement en préventif pour certains personnels. S'il y a une morsure, c'est toujours en centre de vaccination antirabique. C'est toujours eux qui vont prendre la décision. Oui, justement, j'y venais absolument. Oui, pardon, oui. Donc, c'est de dire que voilà, les personnes pour lesquelles la prévention en termes du vaccin contre la rage est recommandée, sont listées là-bas, hein, juste en dessous. Services vétérinaires, équirisseurs, personnel de fourrière, naturalistes, etc., etc. En gros, toutes les personnes qui sont en contact avec des animaux ou qui sont à l'extérieur. Le papillomavirus recommandé pour les jeunes filles et les jeunes garçons entre 11 et 14 ans. Moi, j'ai eu justement une demande de garde d'asile la semaine dernière avec un IceVac. Donc, c'était un cas où il y avait 2 vaccins pour un garçon. Et du coup, on a donc fait le nécessaire avec une possibilité de rattrapage entre 15 et 19 ans. Donc, le rattrapage, c'est si la tranche de 11 à 14 ans a été dépassée, jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec leurs semblables. On va attaquer les contre-indications et les effets secondaires. Je passe la main à des collègues. Oui, je vais vous lister un petit peu les contre-indications et Ludovic vous parlera rapidement des effets secondaires sur la plupart des nouveaux vaccins que nous avons injectés. Donc sur le DTP ou le DTCAP, pardon, le Revaxis pour la plupart, vous avez de l'hypersensibilité à l'un des excipients qui est la néomycine, la streptomycine ou la polymyxine B. Alors bon, ça ne sera pas facile effectivement à repérer. L'idée aussi, je pense, c'est quand on va faire ces vaccinations, pour ceux qui l'ont encore, un peu avoir une petite lecture, un œil croisé sur les carnets de vaccination. Pour ceux qui, comme je disais, les ont encore. Les réactions d'hypersensibilité peuvent arriver avec ce vaccin, avec quelques désordres neurologiques après une injection récente d'un vaccin avec une anatoxine diphtérique ou tétanique. Donc, d'où l'intérêt vraiment de regarder la proximité des vaccins antérieurs. Pour les femmes enceintes, bien sûr, non recommandé au cours de la grossesse.
bien qu'aucun effet tératogène ne soit connu. Le Boostrix Tetra et le Retevax aussi ont les mêmes excipients que le précédent, donc à vérifier et à être attentif. Et pareil, l'hypersensibilité peut arriver avec une vaccination antérieure contre le DTP. Contre-indiqué chez les sujets ayant une encéphalopathie d'étiologie inconnue, dans les 7 jours donc précédant une vaccination coquelucheuse. Voilà, il y a quand même un petit travail à faire quand on va vacciner, à interroger, à échanger avec le patient sur ses antécédents proches de vaccination et d'effets secondaires. Les femmes enceintes, celui-ci donc est recommandé au cours du 2e, 3e trimestre de la grossesse. Les sujets ayant une thrombocytopénie transitoire ou des complications neurologiques suite à une vaccination au tétanos et à la diphtérie, on recommande donc on ne recommande pas le tétra. Pour les effets secondaires, Ludo? Oui, donc voilà, globalement, c'est assez fréquent. Douleur, rougeur, gonflement au point d'injection. Donc, c'est plus de 10% des patients. De 1 à 10% des patients aussi, ça va être fièvre, douleur musculaire ou articulaire fréquente. Et une autre réaction allergique, c'est très rare, c'est 1 cas sur 450 000 vaccinés. Donc, tous les chiffres qu'on va vous donner sur les effets secondaires, la plupart viennent d'Infovac France, puisqu'il n'y a pas des études disponibles pour tous les vaccins, mais globalement, voilà, les statistiques, c'est Infovac France qui les fournit. Voilà, donc, pour l'hépatite B, je relaisse la main à Olivier. Oui. Donc l'hypersensibilité pour l'hépatite B que l'on peut avoir, c'est au formaldéhyde ou au thiocyanate de potassium. Pareil, ce sont des excipients que vous allez retrouver dans tel ou tel de ces vaccins. Voilà, ça sera vraiment excessivement rare, mais il faut que vous en soyez quand même averti à l'avance et encore une fois interroger le patient là-dessus. Pour les femmes enceintes, donc non recommandé au cours de la grossesse. Et voilà. Et si ça doit être fait, il faut bien sûr avoir une interaction avec son médecin traitant. Pour l'hépatite A, donc la vaccine et le Trifix, vous aurez aussi par rapport aux excipients les plus courants, la néomycine et le formaldéhyde, des hypersensibilités connues. Et après, chez les femmes enceintes, on a la même non-recommandation et le même retour avec le médecin en fonction des zones d'endémie ou autres lors des voyages des patients. C'est vraiment un échange à faire avec le médecin. Pour rappel, pour tous ces vaccins-là, vous aurez normalement une prescription, si tant est, récente. Il y aura un petit débat à avoir là-dessus sur que faire quand un patient viendra avec un vaccin en main pour que vous lui injectiez. Je ne sais pas si on débattra tout de suite de cela maintenant. On le fera à la fin. Ludo, je te laisse parler des effets secondaires. Oui, donc voilà, alors globalement, c'est des vaccinations qui sont très bien supportées, hein, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite A. Donc voilà, donc c'est toujours pareil, hein, une personne sur 10 qui va avoir rougeur, douleur, enfin rien de bien méchant. Et très rarement, il peut y avoir des maux de tête, fatigue ou fièvre. Et sur l'hépatite B, il y a eu plus de 550 millions de personnes qui, dans le monde entier, ont été vaccinées. Et on a 1 à 2 personnes par million de doses administrées qui va avoir un effet, une réaction allergique qu'on peut considérer comme grave. Donc, c'est vraiment très, très, très infime. Et l'hépatite A, c'est extrêmement rare aussi. Donc, pour les méningocoques, je laisse la main à Olivier. Méningocoque, donc pareil, vous avez de l'hypersensibilité à la nasoxine tétanique.
dans le Nesvac qu'on utilise beaucoup chez nous. Une autre adaptoxine pour le Menducac et le Menveo. Pareil pour les femmes enceintes, il y a vraiment un échange à avoir avec le médecin quant au risque éventuel de vaccination. Et le rapport bénéfice-risque est vraiment là à peser quand on sait les dégâts d'une infection méningocoque chez la femme enceinte. Donc vraiment à échanger en triptyque avec le médecin et le patient. Et pour les pneumocoques, donc l'hypersensibilité encore une fois aux substances actives et aux excipients, et bien sûr non recommandé chez les femmes enceintes au cours de la grossesse, toute la grossesse. Et donc pour les effets secondaires sur les méningocoques, donc globalement, là, on a un petit peu plus de réactions que sur les autres vaccins. On a une rougeur ou une tuméfication qui peut être douloureuse au site d'injection. Donc ça va toucher 1 à 4 enfants sur 10. Donc ça, c'est si on vaccine les enfants. Donc normalement, ça, vous devriez pour l'instant pas l'avoir en officine. Les adolescents, eux, ils se plaignent souvent qu'ils ont des douleurs dans les muscles ou des maux de tête après cette vaccination-là. Et après, il y a d'autres problèmes qui ont été rapportés, mais c'est un cas sur 100 000, un cas sur 1 million. Donc, c'est assez difficile de déterminer finalement dans les études, est-ce que c'est le vaccin qui est en cause ou est-ce que c'est juste une simple coïncidence comme on peut l'avoir parfois. Et pour le pneumocoque, en général, très bien supporté. C'est donc toujours pareil, des réactions locales. Alors, chez les enfants, il peut y avoir une fièvre supérieure à 39 degrés dans 1 à 3 cas sur 100, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et pareil, très très peu de réactions autres que celle-ci. Donc voilà, pareil, on ne peut pas dire si c'est une coïncidence ou pas. Voilà. Donc on va finir sur rage et papillomavirus. Donc Olivier, je te laisse la main. Oui, donc la rage, comme le disait tout à l'heure Ludovic, c'est une prophylaxie pré-exposition. Hein. Si jamais il y a morsure, c'est centre antirabique directement. Donc en pré-exposition pour les personnels les plus exposés, il peut y avoir une hypersensibilité encore une fois aux excipients, donc encore une fois à échanger avec le patient. Et pour le papillomavirus, pareil, les excipients peuvent être source de petits effets secondaires observés. Et pour les femmes enceintes, ce n'est pas recommandé au cours de la grossesse et on prendra du postpartum pour procéder à la vaccination de la maman. Je te laisse voir pour les effets. Donc pour les effets secondaires sur la rage, donc là aussi, on va avoir des réactions locales. Il peut y avoir des maux de tête, des nausées, il peut y avoir des douleurs musculaires, des vertiges. Alors, environ 6% des patients qui sont vaccinés vont avoir des réactions d'hypersensibilité, donc urticaire, prurite ou malaise général. Et alors, ça va dépendre il y a 2 vaccins sur le marché, donc ça va dépendre du vaccin. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a amorcé la vaccination antirabique, il ne faut pas l'interrompre en raison de réaction au vaccin. Et s'il y a un effet indésirable qui survient avec un des vaccins, il est recommandé d'envisager d'utiliser un vaccin alternatif pour compléter la vaccination. D'accord ? Et il y a un point aussi très important, c'est que sur la vaccination rage, c'est pour ça qu'on recommande de changer de vaccin si jamais il y a une réaction. C'est qu'effectivement, la prévention pour les métiers qu'on a vus avant, c'est très important de se prémunir. Mais surtout, il faut quand même prévenir ces personnes-là quand elles se font vacciner que ce n'est pas parce qu'elles sont vaccinées qu'elles ont 0 risque. D'accord ? Donc, si elles ont une morsure, une griffure par un animal, il faut quand même consulter. C'est très important parce qu'il faut savoir que sur la rage, il n'y a pas de traitement curatif autre que la vaccination. Et une fois qu'il y a les premiers symptômes qui apparaissent, c'est la mort à 100% qui est garantie. C'est comme jouer à la roulette russe, avec 6 balles dans le chargeur, c'est la mort assurée. Et pour le papillomavirus, donc là, il y a eu pas mal d'études, puisqu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur le sujet. Donc après plus de 20 ans d'utilisation, il y a eu plus de 270 millions de doses qui ont été administrées.
Et la seule chose qu'on a régulièrement observée, ça va être des réactions allergiques cutanées au point d'injection. Donc, c'est-à-dire, c'est rien de grave. Et il y a eu une étude sur tous les continents, donc sur 8 ans, entre 2008 et 2016, où on a pu constater sur plus de 73 000 femmes qu'il n'y avait absolument pas d'augmentation du risque de problèmes de santé graves chez les personnes vaccinées. Donc ça, c'est quand même aussi un argument pour rassurer. Et il n'y a absolument pas eu de constat de risque augmenté de fausses couches parmi les femmes qui sont tombées enceintes après une vaccination papillomavirus. Voilà. Donc on va voir, on va enchaîner sur les bonnes pratiques et les points de vigilance. Alors, la facturation, c'est ce qui c'est très important pour vous. Là, on parlera essentiellement de nouvelles vaccinations, puisque la facturation de la grippe, ça vous connaissez. Vous avez remarqué qu'il y a une augmentation sur les vaccins de la grippe cette année. Donc, la facturation de l'honoraire de vaccination est indépendante de l'acte. Donc, de l'acte de vaccination. Donc, on peut facturer le vaccin et ensuite, on va facturer l'acte, ce qui est différent. Et pour ça, on a un code RVA pour la facturation. Et il faut savoir aussi que le pharmacien peut vacciner avec un vaccin qui n'est pas issu de son officine. Ça, c'est possible. Quelqu'un achète le vaccin ailleurs, il dit que je veux être vacciné. Il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et à ce moment-là, le patient, le pharmacien facture son acte et met en prescripteur la pharmacie. Et donc voilà. Donc la facturation, donc vous vérifiez dans vos logiciels, hein, est-ce que c'est déjà bien paramétré? Et tout est paramétré avec le bon code AC qui est RVA et la facturation de l'acte est de 7,88 € dans les droits. Et normalement, en janvier 2023, ça doit passer à 9,98 €. Alors, il y a quand même 2 points sur lesquels il faudrait porter attention. Vous avez des vaccins qui ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est la vaccination de la rage, et également pour les voyageurs, l'hépatite A et le méningocoque. L'hépatite A et l'hépatite B avec le trisomie et l'hépatite A tout seul. Donc, voilà, la prise en charge comme d'habitude, de 65% par l'assurance maladie qui est complétée par votre complémentaire de santé. Alors, en termes de traçabilité, là aussi, hein, on va enregistrer soit de façon informatique à la vaccination, soit sur le carnet de santé du patient, soit sous son DMP. Aussi, il existe des carnets de vaccination qui sont en ligne, qu'on peut également adhérer et faire adhérer le patient. Donc, si vos logiciels ne sont pas à jour pour tout cela, donc on peut, tout comme pour la grippe, délivrer une attestation de vaccination au patient. Mais je vous conseille tout de même de vérifier avec son carnet de santé pour savoir où est le patient, pour bien ne pas faire d'impair en s'assurant bien qu'on vaccine à la bonne date et la bonne dose. Juste pour rebondir là-dessus, c'est en profiter aussi pour les aider à créer leur DMP, à ouvrir un DMP en leur disant vous n'avez plus de carnet de santé, vous n'avez plus de support, utilisez le support numérique que vous avez à disposition, qui est le DMP, ou encore mieux là leur nouvelle Mon Espace Santé, qui sera donc du coup en lien avec le DMP. Et tout ça va prendre forme dans les mois qui viennent pour avoir une interaction, une interface avec nos logiciels beaucoup plus fluide. Et donc, c'est l'occasion de leur dire, tiens, j'en profite pour vous ouvrir votre DMP, parce qu'au moins, vous aurez votre vaccination déjà enregistrée dedans. Alors, n'oubliez pas qu'il faut quand même le recueil du consentement du patient qui se fait à l'oral. Il faut un petit entretien avec le patient pour savoir s'il n'a pas il ne fait pas d'effet secondaire par rapport à un vaccin, s'il ne fait pas d'allergie, s'il n'est pas, parce qu'en général,
on vaccine quand même en intramusculaire, mais dans d'autres cas, ça peut être en subcutané si la personne est sous anticoagulant. Donc, il faut avoir toutes ces informations-là pour faire la vaccination dans de bonnes conditions. Alors, le port des gants, ce n'est pas forcément obligatoire. Ça dépend si vous avez des lésions, ça dépend qui vous avez en face de vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des vaccins se fait au niveau du deltoïde et en intramusculaire. Les perspectives. Les perspectives, mais j'attends On va attaquer les perspectives, Ludo. Il est figé. Ludo? Il est figé. Nous Tu nous entends, Ludo? Je pense pas. Ça se trouve, c'est pas un moment qu'il est figé. C'est vrai en plus. Ça fait un moment Ludo, est-ce que tu es avec nous? T'as perdu. Ludo. Attends, je vais voir sur la main. Je suis de retour aussi. Non, c'est lui qui a la main. Tu es avec nous, Ludo? Oui, je suis là. C'est bon. Bon, ben, Je peux passer la suite? Oui, voilà, sur le slide suivant, sur les différentes perspectives. Alors finalement, c'est plutôt une forme de rétrospective, mais c'est de dire que, voilà, bientôt, même très très bientôt, les pharmaciens pourront injecter tous les nouveaux vaccins autorisés à partir de 2 ans. Évidemment, on reste dans le cadre au préalable d'une présentation d'une prescription médicale. Alors l'objectif, c'est que simplement, après l'âge de 2 ans, la couverture vaccinale, voilà. Et normalement, effectivement, le DTP et le papillomavirus, ça devrait être autorisé à la prescription à l'officine. Et c'est ce qu'on... Jean-Marc, tu veux peut-être le dire, oui, que c'est avec le projet de loi de financement. Oui, voilà, c'est en train de tomber, hein, donc le temps que ça soit bien validé au niveau du décret émis et puis en même temps publié au journal officiel, ça prendra encore quelques temps. Mais c'est prévu pour évidemment le PPFLS de 2023, exactement. On peut continuer, on est quasi sur la fin. On est sur la dernière. Disant que la vaccination devient une mission de plus en plus importante pour les officines. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule. Ce qui se passe, c'est qu'on aura de plus en plus de missions de prévention par rapport à l'usage de soins de santé et qu'on s'est rendu compte d'une statistique qui est quand même très parlante, c'est que 48% des usagers des soins de santé passent par la pharmacie avant d'aller voir tout autre professionnel de santé. Donc ça montre bien qu'en gros, la moitié de la population, quelle que soit sa problématique, aussi bien psychologique, social que purement médical ou lié aux médicaments, passe d'abord par les officinaux. Donc on a un rôle de prépondérance qui devient de plus en plus reconnu quelque part, et notamment au niveau de la prévention et de la vaccination. Il est figé. C'était le dernier slide. Non, il est là. Ah non, c'est le dernier, oui. Ah, t'es là? Non, c'est le dernier. Bon, ben voilà. J'espère qu'il y a eu quand même des informations qui pourront vous servir. Maintenant, on peut quand même échanger quelques minutes, le cas échéant, où il y aurait des questions. On vous a libéré avant le match. C'est déjà bien. Dit Marie-Claude. Ah, il y a un match? Oui, il y a un match. Mais c'est demain la fin. Bah oui, mais là, Ah, mais moi, c'est vrai, il y a un match là? non. Donc voilà, on espère qu'on vous a apporté des informations nécessaires et suffisantes. N'hésitez pas à revenir. Et là, je pense que c'est vrai que la formation n'est pas obligatoire pour vacciner, mais il y a quand même des informations importantes à savoir et à voir. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir avec vous le calendrier vaccinal, c'est important, et d'interroger les patients. Des fois, vous pouvez être assez surpris. Le patient veut prendre le vaccin alors qu'il a déjà pris le vaccin il n'y a pas très longtemps, donc il y a des vaccins en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre tous les slides
le contenu de ce webinaire avec les différentes adresses mail essentielles à disposition sur le groupe WhatsApp de l'UAPS. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Encore désolé pour le retard et puis merci de votre présence. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.